Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School. Et dans cette vidéo, on va parler de comment structurer ses campagnes Google Ads lors d'un lancement de compte. Avant toute chose, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre business sur Google Ads et vous aide à mieux construire et optimiser votre stratégie d'acquisition payante, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment je peux vous aider à obtenir plus de clients grâce à Google Ads. Dans notre parcours et notre aventure dans les méandres de Google Ads, on va aborder aujourd'hui un thème un petit peu plus complexe. Donc les vidéos se complexifient au fur et à mesure si vous suivez Web Market School depuis le début. C'est normal. Google Ads est un outil extrêmement complexe et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte lorsque l'on lance une campagne Google Ads. Donc j'ai déjà publié sur la chaîne différentes vidéos que je vous encourage vivement à regarder avant de regarder celle-ci, notamment la vidéo sur la stratégie de keyword tapering, qui est en fait une stratégie de découverte qui vous permet de venir sonder le marché sur Google Ads, voir si vous pouvez éventuellement avoir de la profitabilité sur Google Ads. Donc je vous explique comment ça fonctionne. Là l'idée c'est typiquement de reprendre cette idée du keyword tapering, mais d'aller un cran plus loin, de vous faire gagner du temps et surtout de vous partager mon processus de réflexion lorsque je lance donc des comptes pour mes partenaires, comment je m'y prends pour choisir tout simplement mes types de correspondance, mes stratégies d'enchères, etc. Donc j'ai développé une méthodologie qui me permet à coup sûr en fait de maximiser la réussite et le lancement d'un compte Google Ads. Et donc je vais vous partager ma méthodologie, mon processus de réflexion pour lancer un compte et s'assurer que le lancement soit le plus réussi possible, tout en évitant de surpayer Google et en ayant un impact maximal dès le début pour mes partenaires. Donc petite parenthèse, avant d'attaquer sur la méthodologie, tout ça, ce sont des choses que j'ai pu remarquer à travers des dizaines et des dizaines de lancements de comptes, donc c'est clairement du learn by doing. Toutes ces règles ne sont pas gravées dans le marbre, c'est vraiment ce que moi je peux observer par rapport à mon expérience de marketeur sur Google Ads. C'est pas forcément des règles qui vont s'appliquer 100% des cas, ce qui est important c'est que vous les testiez, mais l'idée c'est quand même de vous donner un fil directeur qui vous permet de gagner vachement de temps lorsque vous faites de la découverte, de limiter vos erreurs et surtout de pouvoir d'avoir une base sur laquelle démarrer par rapport à la complexité de Google Ads lors d'un lancement de campagne et donc avoir des points de repère. Donc l'étape numéro 1, je vais réaliser donc une étude du champ sémantique du business de mon partenaire. J'en ai déjà parlé sur comment faire ça, donc dans ma vidéo sur comment lancer une première campagne Google Ads de A à Z, également dans la vidéo de Keyword Tapering. Donc je vais aller sur des outils comme SEMrush, comme le Keyword Planner, etc. Et je vais regarder comment se comporte le champ sémantique de mon partenaire. Une fois que j'ai fait cette étude préalable, en fait, je vais classer le business de mon partenaire dans 4 grandes catégories et qui vont me permettre ensuite de grosso modo appliquer un arbre de décision sur la manière dont je vais lancer ma campagne de découverte. Donc en fait, on a 4 types que j'ai identifiés en termes de champs sémantiques. Le premier, donc, c'est un champ sémantique qui est éclaté et à faible volume. Donc en fait c'est un champ sémantique sur lequel on va retrouver beaucoup de requêtes, donc de longue traîne, mais chaque requête en fait a un très faible volume de recherche mensuel. C'est souvent le cas par exemple sur des business en B2B avec des produits assez novateurs. Donc par exemple ça va être un business de monte charge. On va avoir peu de requêtes de manière générale puisque c'est un business déjà très niché, mais par contre on va avoir pour chaque requête des termes et des variantes très différentes. On va avoir des monts de charge pour les restaurants, on va avoir des monts de charge verticaux, des monts de charge en pente, des plateformes monts de charge, et tout ça en fait ça va être un champ sémantique qui est très éclaté. Chaque requête va avoir très peu de volume, et donc c'est le premier type de champ sémantique qu'on va retrouver. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le champ sémantique condensé
et à fort volume. Donc ça, par exemple, c'est le cas sur la génération de leads sur du B2B généralement. Par exemple, si vous prenez un business comme la formation par exemple sur une thématique très précise, je prends par exemple les bilans de compétences, on va avoir un très très fort volume de requêtes sur le bilan de compétences et le champ sémantique va être rarement éclaté. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 3-4 mots-clés en fait qui représentent la majorité des requêtes. On va avoir un bilan de compétences classique, un bilan de compétences en ligne, un bilan de compétences gratuit, et grosso modo, c'est ce qu'on va retrouver. Donc en fait, il y a 4-5 requêtes qui représentent l'ensemble du marché et qui ont un très très fort volume, ce que j'appelle des champs sémantiques condensés et à fort volume. Le troisième type de champ sémantique, c'est un champ sémantique éclaté et à fort volume. Donc ça, c'est mes préférés. C'est typiquement des champs sémantiques donc, qui ont des énormes volumes de recherche. Donc ça, c'est clairement de la génération de leads en B2C sur des secteurs mass market. Donc par exemple, tout ce qui est aujourd'hui des programmes sur l'isolation 1 euro, la pompe à chaleur, tout ce qui est programme aussi de placement financier sur la gestion de patrimoine, les SCPI, sur les assurances, les mutuelles. Vous avez des énormes volumes de requêtes mensuelles et chaque requête en fait est très éclatée avec un fort champ sémantique et chaque variante reçoit des milliers de requêtes mensuelles. Enfin, le dernier type, c'est le champ sémantique très condensé et à faible volume. Donc là, c'est souvent pour le coup sur des business très 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 nichés et où il y a une ou deux solutions. Donc ça, c'est clairement du B2B sur des business très très nichés. Ça peut être sur des formations de logiciels assez complexes. Par exemple, des logiciels comme Jira, Atlassian, où en fait on a en fait, très peu de variété dans les recherches. C'est formation Atlassian, formation Jira, plus les suites de logiciels. Mais par contre, comme c'est réservé par exemple aux grands groupes, on a peu de requêtes mensuelles. Donc quand vous faites votre étude de marché, vous allez typiquement pouvoir classer 99% des business dans ces 4 catégories-là. Donc une fois que vous avez fait ce travail, ça va vous simplifier la tâche après sur la manière de venir structurer votre campagne de découverte. Donc moi immédiatement, lorsque j'ai classé le business de mon partenaire sur une de ces catégories, je vais tout de suite appliquer ces règles-là. Donc je vais réaliser ma découverte en fonction donc, des 4 catégories. Et en fonction des 4 catégories, je vais choisir un type de correspondance bien précis pour réaliser ma découverte. Donc la catégorie 1, lorsqu'on est sur un champ sémantique éclaté à faible volume, je vais prendre des types de correspondance en large. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça me permet vraiment de venir explorer la longue traîne. Je sais qu'il y a des faibles volumes, donc ça ne va pas partir dans tous les sens. Et ça me permet surtout de pouvoir quand même diffuser et de ne pas être limité en termes de diffusion. Donc de pouvoir récupérer de la donnée. Lorsque je suis sur un champ sémantique condensé et à fort volume, j'ai pas envie de faire du large sur ce type-là parce que comme je sais que le champ sémantique est condensé, je sais que je vais avoir les meilleurs résultats en fait en restant quand même autour des meilleurs mots-clés. Donc c'est pour ça que je vais quand même limiter la diffusion avec du broad modified, mais en même temps j'ai envie d'avoir cette petite touche de large pour pouvoir aller explorer quand même un début de longue traîne et voir s'il n'y a pas des sous-segments à explorer lors de cette phase de découverte. Troisième type, donc lorsqu'on est sur un champ sémantique éclaté et à fort volume, là je vais tout mettre en exact. Pourquoi ? Parce que je sais que déjà le volume est énorme et en plus le champ sémantique est éclaté, donc j'ai vraiment envie déjà de me restreindre aux meilleurs mots-clés. J'ai pas besoin déjà de faire de l'exploration. Je sais que je vais avoir suffisamment de volume de données pour ma phase d'exploration, rien qu'avec de l'exact. Et ça va me permettre surtout d'éviter que les dépenses explosent si j'ouvre en broad modified ou carrément en large, parce que le marché en fait est trop gros et j'ai quand même clairement envie d'avoir du contrôle. Enfin, si le marché est condensé à faible volume, là je vais préférer pareil du broad modified match pour rester autour des top mots-clés, quand même avoir cette touche qui me permet d'aller explorer la longue traîne. Et si vraiment le marché est à très très faible volume, je vais carrément aller en large parce que en fait tout simplement j'aurai pas assez de data après pour optimiser parce que les volumes de requêtes seront trop faibles. Enfin, troisième étape, donc une fois que j'ai bien classifié le business de mon partenaire, donc selon les différents types de champs sémantiques, ce que je vais regarder avant de définir ma stratégie d'enchère, donc je vais déterminer
si le marché de mon partenaire est un marché donc faiblement ou hautement concurrentiel, donc ça se traduit par des CPC qui sont faibles ou forts, et ça me permet ensuite d'appliquer directement mes règles et de savoir quelle stratégie d'enchère je vais utiliser. Donc pour le cas numéro 1, quand on est sur un marché éclaté et à fort volume, si les CPC sont faibles, je vais partir sur du CPA ou du maximiser les conversions. Je vais tout de suite passer en smart bidding, puisque comme le volume est fort, ça me permet tout de suite d'avoir un impact maximal auprès de mon partenaire, de lui apporter des conversions, ou tout de suite, s'il est sur des objectifs de CPA, pouvoir les atteindre. Si on est sur des CPC qui sont très élevés, comme on a beaucoup de volume, j'ai envie d'avoir clairement du contrôle. Donc là, je vais tout mettre en manuel. Je vais vraiment vouloir contrôler les enchères pour éviter de surdépenser, de surpayer Google et d'avoir des mauvaises surprises. Ensuite, pour le cas numéro 2, donc quand je suis dans un business éclaté à faible volume, si les CPC sont faibles, alors en plus comme on est sur du faible volume, là tout de suite j'ai envie d'avoir l'impact pour mon partenaire, donc je vais pas avoir peur d'utiliser maximiser les conversions. Comme les CPC sont faibles, je sais que je vais pas me retrouver avec des clics à 10, 20, 30 euros de clic. Je vais quand même pouvoir limiter la casse à ce niveau-là, et surtout ça va me permettre de maximiser les conversions sur un business et un champ sémantique qui est assez faible en termes de volume. Si on est sur des forts CPC, même logique que pour le premier cas, tout en manuel pour garder du contrôle, éviter de se retrouver avec des mauvaises surprises. Et comme on est sur des faibles volumes, le smart bidding est clairement sous-optimal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas assez de volume pour pouvoir correctement optimiser, il n'a pas assez de données, et donc les algorithmes sont souvent contraints et ça marche clairement beaucoup moins bien que du manuel. Troisième cas, comme là on n'est que sur du faible volume, en fait je me pose même pas la question, je vais tout passer en manuel. En plus tout est condensé, donc j'ai même pas besoin de mettre du smart bidding. Généralement, je sais que les algorithmes vont pas pouvoir correctement optimiser, donc je passe tout en manuel. Enfin, le dernier qui est donc sur un business condensé et à fort volume. Donc pareil, si on a des faibles CPC, comme il y a énormément de volume, je vais tester, maximiser les conversions tout de suite. Ça me permet vraiment d'avoir de l'impact pour mon partenaire, de montrer directement que Google Ads peut apporter des conversions, de la profitabilité. Si les CPC sont forts, clairement là je vais piloter sur du CPA ou du manuel. Ça va être le seul cas sur lequel en fait, sur des CPC assez élevés, je vais potentiellement opter pour du smart bidding. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc je sais que le CPA va quand même me permettre de contrôler mes coûts et je vais me retrouver assez vite avec un bon effet d'apprentissage, et donc je vais pouvoir tirer parti du CPA cible pour mes campagnes. Ou alors clairement je vais lancer un test et brouillon dès le début. Je vais faire 50% de la campagne en manuel, 50% de la campagne en CPA, de manière à pouvoir profiter des deux et réaliser ma phase de découverte tranquillement. Donc voilà, 3 étapes pour réussir votre phase de découverte. Première étape, analyser le champ sémantique de votre partenaire et le classifier dans les 4 grandes catégories que je vous ai données. Deuxième étape, en fonction donc des 4 catégories, impliquer le bon type de correspondance. Et troisième étape, en fonction du niveau de concurrence et du niveau de CPC, choisir la bonne stratégie d'enchère. Avant de clôturer, vous voyez donc que dans cette étape 3, je ne parle pas de ROAS cible, je ne parle pas de maximiser les clics, je ne parle pas de CPC optimisé, je ne parle pas de taux d'impression cible sur le réseau de recherche. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce sont des stratégies d'enchères qui, 99% du temps, sont moins bien que les stratégies d'enchères que je vous présente ici pour lancer de la phase de découverte. Et de manière générale, ce sont vraiment des stratégies d'enchères que j'utilise peu et que je vous recommande peu, parce que elles sont clairement sous-optimales, sauf dans des cas très très précis, et ça fera probablement l'objet de vidéos dans le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu théorique et un peu technique vous a plu, mais qu'elle vous permet surtout d'y voir un petit peu plus clair sur mon processus de réflexion lorsque je dois lancer un nouveau compte, et qu'elle vous permettra surtout d'avoir une ligne directrice et de vous faciliter votre prise en main de Google Ads lorsque vous devez lancer un nouveau compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie encore une fois. Si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans le développement de votre business grâce au SIA et vous aide à obtenir plus de clients, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations pour me contacter et pour que l'on puisse travailler ensemble. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube de Webmarket School pour être tenu au courant des dernières vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.